Bonjour Antoine Bonjour Marion. et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Antoine Vandenbroek qui est le rédacteur d'Amédée. C'est un super blog avec plein d'articles sur plein de sujets qui peuvent aider les freelances. Tu as lancé ça il y a déjà plusieurs années, il me semble. Oui, alors on a lancé Amédée il y a 5 ans. C'est un blog que je fais en partenariat avec la Maïf, la mutuelle. Et effectivement, l'idée, c'est d'apporter du contenu freelance, à la fois du contenu précis par rapport à des choix qui peuvent être faits, le choix de son statut, des questions comptables, fiscales, des questions de vente. Voilà, ce type de questions. Et aussi des articles de fond où on prend un peu de recul sur l'évolution des formes du travail. Alors, c'est assez intéressant parce que le blog a 5 ans et donc entre il y a 5 ans et aujourd'hui, le monde a complètement changé. Les manières de travailler ont complètement changé. Il y a plein de salariés qui se sont retrouvés à vivre un peu comme des freelances qui commencent à avoir des avantages de salariés. Donc effectivement, depuis cette lucarne, j'ai pu observer beaucoup de changements. Et c'est ce qui me plaît dans Amédée, c'est ce côté à la fois précis, tactique sur des conseils et l'aspect plus macro, plus stratégique sur ce qui se passe dans le monde du travail au sens large. Ouais, bah, c'est justement ce que j'avais envie d'évoquer avec toi aujourd'hui. Et donc sur Amédée, on ne voit pas forcément qui tu es. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça fait une dizaine d'années que je travaille dans cet environnement, à dire freelance au sens large, parce que j'ai monté des espaces de coworking à Paris, un espace de coworking qui s'appelait Mutinerie, et dans le Perche, Mutinerie Village, qui d'ailleurs à Paris, le lieu n'existe pas, n'existe plus, mais dans le Perche, il existe, et aujourd'hui, c'est un lieu qui accueille des freelances sur des résidences de 3 mois. Il y a 3 résidences par an. En gros, il y a la résidence plutôt hiver, l'autre plutôt printemps-été, et ensuite plutôt automne, Ok. avec à chaque fois 3 ou 4 résidents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Autrefois, c'était différent. Autrefois, c'était plus des groupes ou des freelances qui passaient sur entre 3 et 7 jours, en gros. D'accord. Donc voilà, grâce à Mutinerie, fréquenté beaucoup de freelance et vraiment fréquenté, je veux dire, au quotidien, c'est-à-dire vivre, passer tes journées avec 50 freelances qui sont là dans ton espace, faire tout un tas de projets communs, puisque le but c'était aussi de faire ça, c'est-à-dire que ces espaces de coworking sont des espaces collaboratifs, et nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment de créer le plus de synergie possible, donc d'aller chercher du business ensemble, de collaborer sur des sites web, de collaborer sur de l'éditorial, de faire tout ça. Donc ça a été une des activités que j'ai eues. Puis de fil en aiguille, j'ai fait différentes choses. On a monté avec Mutinerie la Freelance Fair, qui, à ce jour, est le plus gros événement dédié aux freelance en France. C'est un événement qu'on avait fait dans 30 villes et villages de France avec Quand même. ouais, c'était avec une clôture à la Bellevilloise à Paris sur 2 jours. Donc c'était ouais, un gros événement qu'on a fait 2 années de suite et qu'on n'a pas renouvelé essentiellement parce qu'on était tous un peu épuisés en fait, parce que ça Ça doit demande être du boulot quand même. ouais, monter des événements, c'est vraiment du boulot et c'est un boulot qui te vide. Alors, il y a aussi une adrénaline qui est chouette. Je pense que les gens qui travaillent dans l'événementiel connaissent ça. Euh, mais là, en plus, ça coïncide à des moments où on avait tous des enfants, etc., qui commençaient à arriver. Donc, euh, c'est quelque chose dont on garde un très bon souvenir et qui a eu beaucoup de succès, mais qui n'a duré que 2 ans. Et en parallèle, j'ai aussi travaillé, collaboré avec des magazines papier, essentiellement Socialterre, pour créer des hors-séries spéciales freelance. Pareil, on a fait deux éditions. Euh, Encore une fois, ça partait du même constat. On est de plus en plus nombreux à être indépendants, mais puisqu'on est dispersé aussi bien au niveau géographique, au niveau des métiers, des formations, des backgrounds, en fait, les freelances ne sont pas forcément vraiment conscients d'eux-mêmes alors qu'ils partagent plein de sujets. Et
mon ambition, que ce soit à travers des événements comme la Freelance Fair, des hors-séries, enfin, des magazines spéciaux freelance ou blog Amédée, c'est vraiment d'aider, de faire émerger cette conscience collective de freelance, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de se rendre compte qu'on n'est pas bizarre, qu'il y a d'autres gens, parce que c'est vrai qu'on est confronté à soit nos collègues d'études, enfin nos anciens camarades d'études, qui font peut-être d'autres choix et qui prennent un d'autres parcours. Et parfois, on voit comment ils avancent eux, comment on avance nous. On se dit, attends, on peut s'inquiéter sur soi-même. Et puis, il y a aussi l'entourage qui peut pas forcément comprendre aussi pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est... Donc voilà, l'aspect vraiment aspirationnel du freelancing, ça c'est quelque chose que qui a toujours été important pour moi, c'est voilà, de faire comprendre ça, parce qu'à partir du moment où on fait comprendre ça, ça va donner envie à d'autres personnes de se lancer, que ce soit des jeunes qui sortent de leurs études ou des personnes qui ont peut-être bossé 20 ans dans la grande entreprise, de se lancer et de se rendre compte que voilà, c'est pas malheureusement, le discours sur le freelancing, il a très longtemps été divisé entre, d'un côté, des gens pour qui c'était uniquement de la précarisation et les freelances, c'était des gens qui n'avaient pas le choix. Oui. C'était un discours qu'on entendait beaucoup, particulièrement en France. Et de l'autre côté, une espèce d'idéalisation un peu folklorique du freelance qui travaille depuis sa plage en tongs et qui gagne plein d'argent comme ça avec des revenus passifs. Donc voilà, qui est encore un autre fantasme en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer voilà, de regarder toutes les différentes nuances de freelancing qui existent et de voir comment ça peut coller pour chacun et comment ça peut coller pour chacun à un moment de sa vie. Parce que ça encore, c'est pas, on ne devient pas freelance comme on rentre en religion, on est freelance à un moment donné, peut-être pour toujours, peut-être pas pour toujours, peut-être que on commence en freelance et au bout de 5 ans, on en a marre de bosser pour les autres et puis il y a quelqu'un avec qui on travaille bien, il est développeur, on est designer, on a un projet parce que c'est un besoin qu'on a identifié. Et ben, on va peut-être monter une start-up ou peut-être qu'on va se retrouver à gérer une agence d'une dizaine de personnes. Voilà, être freelance, c'est pas, on renonce pas tout d'un coup à tout, on s'engage pas pour la vie. C'est l'une des modalités du travail aujourd'hui et la question, c'est quand est-ce que ça convient et à qui ça convient. Ok. Bon, je crois que avec tout ce que tu nous dis, on voit que tu es un vrai témoin du freelancing et de son évolution au fil des années. Euh, Moi, je trouve que ça a beaucoup évolué hein, au fil des dernières années. Il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus de contenu pour eux, Mm. de services pour eux. Il y a même un syndicat maintenant. Mm. Et alors, évidemment, le Covid, il a accéléré tout ça, mais quand même, cette démocratisation du freelancing, elle avait commencé avant. Du coup, pour toi, c'est quoi le changement majeur ces dernières années et peut-être l'élément déclencheur qui fait que de plus en plus de personnes se tournent vers ce mode de travail? Alors, il y a déjà des changements technologiques qui sont dans l'air du temps, mais voilà, qui ont fait leur chemin pendant ces 10 dernières années. Euh, le fait de pouvoir travailler à distance efficacement, le fait d'avoir des Google Drive, des Slack, toute une palette d'outils en fait qui était autrefois réservée aux grandes entreprises. Autrefois, si on voulait travailler efficacement à plusieurs, il fallait faire partie de la même entreprise ou de la même entité parce que Mhm. l'infrastructure nécessaire, on ne l'avait pas sans ça. Et c'était l'une des choses qui justifiait d'ailleurs la grande entreprise et un peu dans la continuité de l'usine d'autrefois. On y va parce que c'est là qu'il y a les machines. Ça a changé. Et ça, c'est la première chose. C'est devenu possible à partir de ce moment-là. Ensuite, il a fallu que ça devienne souhaitable. Alors, en fait, c'est devenu parfois, comment dire, souhaitable faute de mieux. Ça a pu arriver pour certains. Euh, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que la représentation, bah, c'est juste ma vision des choses, hein, mais la représentation du succès, notamment du succès professionnel, a évolué et on s'est retrouvé avec de plus en plus de freelance aspirationnels, notamment chez les plus jeunes, qui voyaient et appréciaient la liberté que ça pouvait donner, aussi bien au niveau géographique qu'au niveau Mhm. des horaires, qu'au niveau des collaborations, parce que ça, c'est quelque chose de très important.
quand on est indépendant, le plus important, c'est pas de pouvoir bosser vraiment d'où on veut. C'est important, ça. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir bosser avec qui on veut. Et c'est ça qui est vraiment formidable. C'est que ça ne veut pas dire que tout va bien se passer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être déçu dans certaines de tes collaborations, avoir des difficultés avec tel ou tel client. Tout ça existe. Mais on peut s'ajuster. Donc, on ne subit pas de la même manière. On va peut-être subir pendant 3 mois une collaboration pénible. Mais après, on arrête, on ne recommencera plus à travailler avec cette personne. Et c'est la différence avec l'entreprise où on peut aimer son secteur d'activité, son job, mais avoir des collègues avec qui on ne bosse pas bien ou juste qu'on n'aime pas et les subir. Et ça te ronge au fur et à mesure. Tu passes 10 ans avec des gens que tu détestes, c'est très mauvais pour toi, enfin, c'est sûr. Donc voilà, donc je pense que enfin, voilà, l'émergence de ce côté aspirationnel a été aussi une des choses qui a expliqué l'essor du freelancing. Et je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans parce que les gens ont commencé un peu plus les vies sont devenues un peu plus transparentes et donc on a commencé, entre guillemets, à valoriser sa qualité de vie dans le sens où on pouvait laisser voir aux autres, regarde, putain, je suis là, je travaille ici, j'ai changé de ville. Et du coup, ça a été plus visible. Cette espèce de succès est devenu plus visible, alors qu'autrefois, le seul moment où on pouvait avoir une espèce de jauge du succès, c'était quand on se retrouvait à un dîner, puis que l'autre, il sortait, il y avait de quoi payer une énorme bouteille, un machin, un truc, plus de trucs. Donc, je pense que ça a joué, ça. C'est un truc dont on Mhm. ne parle pas forcément, mais je pense que ça a joué, le fait que les gens puissent commencer un peu à rentabiliser leur lifestyle. Alors, c'est un peu triste, hein, on peut se dire que c'est un peu triste, mais bon, il se trouve que les modèles, ils évoluent comme ça. La représentation, enfin, beaucoup de personnes, quand ils se demandent comment, enfin, quand on se demande comment, qu'est-ce que c'est que le succès, ben, on regarde autour de soi et les choses qui nous paraissent bien, tentantes, enviables. Et donc ça, je pense que ça a joué. Et puis évidemment, ça c'est un peu l'éléphant au milieu du je ne sais quoi, enfin voilà l'expression, c'est bah, la crise du Covid Oui. qui est venue balayer des habitudes vieilles de 50 ans en 2 ans et même en quelques mois parce que ça a commencé très tôt. Donc les freelances avec leur rythme de vie sont devenus moins bizarres parce que les salariés se sont retrouvés à avoir un peu le même. Certains ont enfin, se sont retrouvés avec une activité en péril. Je ne sais pas, par exemple, des gens qui travaillent dans l'événementiel, Oui. évidemment. Mais d'autres, à l'inverse, se sont retrouvés avec un gros boom d'activité. Je pense à tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans le web, e-commerce, etc. Parce que bah, tous les business ont dû se focaliser Se se digitaliser, concentrer ouais. sur leur présence en ligne. Donc, évidemment, il y a eu une très forte demande. Au niveau éditorial, ça a plutôt bien marché aussi. Donc voilà, ça dépend un peu des activités, mais globalement, ça a été une nouvelle donne au niveau pro, au niveau mondial. Et, euh, et tout ça a accéléré le changement. Mais ça a été un peu enfin, le moment de cristallisation de quelque chose qui était pour moi déjà voilà, bien rampant depuis 10-15 ans, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais qu'avant, les freelances étaient parfois considérés comme des gens bizarres. Moi, me suis souvent sentie un peu pestiférée. Les freelances, ils n'étaient pas forcément très bien considérés. On ne te loue pas d'appartement, on ne te prête pas d'argent pour emprunter. Est-ce que toi, tu as l'impression que ces derniers mois, ces dernières années, peut-être grâce au Covid, les indépendants sont un petit peu mieux considérés par la société? Par exemple, les clients, l'administration, les banques. Je trouve. Je trouve que déjà parce que vu qu'il y en a de plus en plus, là en France, on a en gros à peu près 1 million de freelance. Alors, j'ai une petite précision. Le nombre de travailleurs indépendants au sens de l'INSEE, c'est-à-dire de travailleurs non salariés, est plutôt autour de 3 millions. Mais ça comprend des professions libérales, des artisans commerçants, etc. Généralement, quand on parle de freelance, on parle de prestataires individuels qui ne sont pas des professions libérales réglementées et qui sont souvent, enfin voilà, qui sont leurs propres et qui n'ont pas non plus vocation à embaucher, à se développer en tant que structure qui grossit. Donc voilà, ces freelances-là, dans le sens de la définition que je viens de donner, sont à peu près 1 million en France.
Euh, donc déjà, chacun dans son entourage commence à être touché, à dire, ah bah tiens, oui, je connais, machin, mon cousin, mon neveu, bref. Euh, donc ça devient, on s'y habitue quelque part. Et après, il y a de plus en plus de services qui se développent, et ces services, c'est pareil, ils ont mis du temps et ils sont d'ailleurs toujours pas mûrs. Mais, Ouais. il y a les plateformes de freelance dont on parle, bien évidemment, qui aident les freelances à trouver du boulot. Mais derrière, il y a plein d'autres choses. Il y a des banques, aussi des solutions d'accès au crédit, puisque c'est un des plus gros problèmes des freelances, sachant que c'est aujourd'hui possible aussi, encore une fois, grâce à la technologie, pour un organisme de crédit, d'accorder des crédits à des freelances sans jouer à la roulette russe. Parce que quand tu as 3 ans d'historique de compte en banque, et qu'avec toutes les néobanques, tu peux mettre des API dessus et récupérer toutes les données que tu veux, bah, tu es capable de faire des prédictions beaucoup plus sûres finalement que si tu octroies un prêt à un salarié qui peut se faire licencier demain. Alors certes, Ouais. il aura un chômage, mais peut-être d'ailleurs que c'est même pas, il ne fait pas licencier, peut-être qu'il se barre et qu'il n'a pas de chômage. Enfin bref, en gros, un salarié, il dépend que d'une seule contrepartie. Donc le risque est important. Un freelance, s'il arrive à équilibrer son activité comme on le souhaite, à avoir peut-être 3, 4, 5 clients réguliers, il est dans une situation beaucoup plus stable. Parce que s'il en perd un, il peut en récupérer un autre, mais ce n'est pas tout d'un coup tout son revenu qui s'effondre. Alors, en revanche, il n'a pas du tout Il n'y les a pas mêmes de filet de conditions que sécurité. chômage. Voilà. Mais pour revenir à ta question, cet environnement d'offres, de services autour du freelancing, que ce soit les assurances, les prévoyances, je travaille avec la Maïf, donc c'est un sujet évidemment sur lequel on réfléchit et sur lequel il y a une demande importante. Que ce soit ça, que ce soit les banques, néobanques pour freelance. Je pense par exemple à Shine ou à Conto, qui Ouais. est plus freelance slash PME. Mais je pense aussi à N26, banque allemande, mais qui est aussi sur le marché français. Ces néobanques, elles ont aussi fait voilà, des services bancaires beaucoup plus appropriés pour les freelances. Donc en fait, tous les avantages qui allaient avec le salarié, avec le salariat, sont en train d'être reconstitués petit à petit, pièce par pièce, autour du freelance. Et ça permet du coup d'envisager ce choix et cette carrière avec plus de sérénité qu'il y a 10 ans. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Donc, on ne parle plus de quelqu'un qui a une idée dans son coin. Ah, j'ai fait une petite start-up. Non, non, non. C'est des boîtes qui sont valorisées des centaines de millions d'euros, de dollars, de ce que tu veux. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une maturité sur certains secteurs, pas sur tous, mais qui permet d'offrir vraiment une infrastructure aux freelances. On avait l'infrastructure tech pour travailler ensemble, à distance. En revanche, il manquait tout cet aspect structurant, protection, accès au crédit, voilà, tout ce qui était autrefois réservé aux salariés. Et ça, c'est en train de changer. Du coup, la différence entre le salarié et le freelance, finalement, petit à petit, elle est en train de se gommer, notamment sur la liberté, parce que avec le Covid, il y a le télétravail qui s'est étendu beaucoup plus. Mais le freelancing, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste la liberté de choisir quand tu travailles et où tu travailles. C'est aussi pouvoir choisir tes clients, enfin, pouvoir choisir tes projets. Pour toi, cette souplesse qui est en train d'arriver petit à petit chez les salariés, est-ce que ça va ralentir la progression du freelancing? Je ne pense pas que ça va ralentir la progression du freelancing. Et puis de toute manière, ce qui est important, c'est que les gens travaillent dans de meilleures conditions, qu'ils soient salariés, freelance. Voilà, ce qui est important, c'est d'essayer de remettre les choses à leur place et de faire en sorte que le travail soit au service de la vie de chacun et que ce soit dans ce sens-là que ça se passe. Et pas que ce soit le travail qui prend toute la place et dans les interstices, on essaie d'avoir une vie personnelle, Oui, familiale, voir ses amis, etc. Faire ses activités, les activités qui nous plaisent. Donc, ce qui se passe, cette espèce de convergence, c'est quelque chose enfin, dont je parlais déjà dans des interviews que j'ai pu faire il y a 5 ou 10 ans.
À partir du moment où on est capable de faire émerger un modèle épanouissant, eh bien, ça attire des talents. Et aujourd'hui, l'entreprise est consciente que les talents, si on veut les garder, il faut leur faire confiance, il faut leur donner un minimum de liberté. Et notamment dans les métiers tech au sens très large, mais qui sont les métiers qui touchent beaucoup dans lesquels les freelances sont nombreux. Je prends des développeurs web, des data scientists. C'est des gens qui sont ultra convoités. Donc, c'est eux, en fait, qui vont choisir la modalité contractuelle qui leur va, que ce soit du salariat, que ce soit du freelancing pur et dur, que ce soit du portage ou je ne sais quoi d'autre. La position de force est de leur côté. Donc, les boîtes s'adaptent. Donc, si la boîte veut embaucher un développeur parce qu'il va bosser vraiment sur le cœur du produit et c'est pas genre juste un prestat qui va faire deux, trois trucs. Ouais. Ouais. En gros, c'est le cœur du business. Donc, il veut que ce soit développé en interne. Il va lui proposer des choses euh, ils vont essayer de la pâter. Et pas seulement avec des salaires, mais avec des conditions d'exercice de son boulot, en ayant une liberté d'être en télétravail peut-être 2 ou 3 jours par semaine, voire même absolument full remote, c'est-à-dire totalement où il veut, quand il veut. Mhm. Aussi, ça peut être... Donc en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui est salarié mais qui a vraiment un mode de vie de freelance qui est complètement sorti de cette espèce d'unité de lieu obligatoire, encore une fois, qui est un héritage de l'usine. C'est là qu'on travaille. Alors tous les matins, tu te lèves et tous les Mhm. matins, tu vas au même endroit pour travailler. Alors oui, pas de chance, c'est à 1 heure de chez toi parce que c'est très cher autour. Alors du coup, tu passes 1 heure et puis ensuite 1 heure de route. Enfin, voilà, c'est une sorte d'absurdité à la fois pour chacun, d'absurdité au niveau écologique, au niveau de la vie urbaine. Bon, voilà, c'est des choses qui... je suis content de voir que les entreprises aujourd'hui commencent à s'adapter parce qu'en fait, sinon, les, les talents qu'elles veulent attirer ben, vont s'éloigner d'elles. Ouais. Doivent devenir plus attractifs et c'est ce qui fait que finalement, freelancing, salariat, ça risque d'être de moins en moins différent. Ouais, et c'est vrai que c'est génial quand tu es salarié et que tu as toute la visibilité en termes de revenus, le cadre de protection sociale, les avantages qui vont Ouais. avec, parce que ça va être ton entreprise qui te paie ta mutuelle, peut-être pour toute ta famille, des trucs qui coûtent vite cher. Tous les avantages que tu as et en ayant des libertés de dingue au niveau des horaires, au niveau de la manière aussi dont tu vas choisir d'exécuter ta mission. Ça existe. Et les boîtes entièrement en remote, ça existe. Il y en a de Voilà. plus en plus. Et alors, moi, je vois un truc qui a aidé beaucoup de gens à sauter le pas ces dernières années pour tester le freelancing sans trop de risques, c'est le statut de l'auto-entreprise, la micro-entreprise aujourd'hui. Au départ, c'était juste un moyen de se tester, un tremplin avant de créer quelque chose de plus sérieux, si on peut dire, donc une vraie société. Et il y a quelques années, les plafonds ont augmenté. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de freelances qui font absolument tout pour rester dans ce statut et donc se limiter sur le chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, toi, ce statut micro-entreprise tel qu'il existe, tu le vois plutôt comme une opportunité ou plutôt comme un piège? Ah non, je le vois comme une opportunité, hein, complètement. Parce que déjà, le plafond, ça dépend de son activité. Si on fait de la achat-vente de marchandises, je ne sais plus, il est autour de Ouais, il est élevé. 180, voilà. Et en prestation de services qui concerne plus de freelance, il est plutôt autour de 70. Avec une fiscalité super intéressante. Si on la compare à la fiscalité aux charges sociales hein, qui pèsent sur les revenus des salariés. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout juste pour commencer, pour rigoler, je fais une micro-entreprise et puis si ça marche, non, je trouve que c'est un super statut, il a fait ses preuves, il a évolué et il va avec, pour repiquer un peu sur cet aspect enfin, c'est une nouvelle forme nouvelle représentation du succès. Ça colle aussi avec
l'idée de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de grossir. Et il y a toujours ce truc de grossir. Ah, je monte ça, tu as monté un business, maintenant on est 50 salariés, là on va passer à 200 salariés, blablabla, Mais en fait, après, il faut se poser la question, toi en tant que la personne qui a monté ce business, est-ce que ta qualité de vie elle est meilleure? Est-ce que tu te payes mieux en étant dirigeant de 200 personnes que tout seul? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu es... Enfin voilà, à un moment, quand tu te mets à gérer beaucoup de gens, tu te mets à gérer beaucoup de problèmes. Tu as la tête qui est tout le temps. Voilà, tous les problèmes Et de tu fais chacun pas sont tes forcément le problèmes. métier que tu aimais à la Ouais, et base. tu te fais complètement tirer du truc que tu faisais à l'origine. Et du coup, la question se pose aussi de comment je scale et comment un freelance scale. C'est assez intéressant. Tu connais sans doute le bouquin qui s'appelle Company of One, qui est un livre qui justement dit, bah voilà, c'est une compagnie of one, donc on prend le titre, la compagnie avec une seule personne. Comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on prospère avec une petite entreprise que l'on veut garder comme ça. On veut être tout seul. On veut être tout seul pour faire ce qu'on veut, comme on veut, pour avoir la paix. Et non, mais c'est une aspiration. Et donc, quand quelqu'un écrit un bouquin comme Company of One, ou que derrière, qui évidemment est repris par plein de blogueurs, des journalistes, etc., tout ça, je pensais à un blog post qu'avait fait Joseph Dogno, qui est un freelance spécialiste de la pub Facebook Ads. Facebook, ouais. Il avait fait, et qui fait partie d'un collectif de freelance qui s'appelle Loukoum. Il Cool. avait fait un article vachement bien sur ce bouquin et sur lui, comment il envisage les choses. Donc, en tant que freelance, on peut se dire, OK, je vais créer des contenus digitaux en plus de mon activité de freelance. Donc, par exemple, je suis freelance, je vais prendre son exemple, je fais des prestats en publicité Facebook et Instagram, mais à côté, bah, je monte une formation. Je monte une formation que je vais vendre en ligne qui va créer des revenus, encore une fois, qu'on va appeler revenus passifs, en fait, qui ne sont pas passifs, qui sont juste délayés, quoi. On a travaillé, puis ensuite, pendant peut-être 2 ans, et ensuite, bah, on touche des revenus sur ce travail-là. Mais c'est des revenus qui sont différents des revenus de prestation, qui sont indépendants du temps qu'on passe à un moment donné. Et donc, on crée son petit cocktail. Il a aussi monté un podcast dédié à la publicité Facebook et Insta, qui est une source de leads. Donc, tu crées ton petit écosystème, tout ton environnement dans lequel tu fais de la presta, tu fais de la formation en ligne digitale, tu fais aussi de la formation en présentiel sur site, qui est encore un autre canal de type de revenus. Mhm. Et voilà, tu crées ton petit cocktail et tu regardes bah, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas. Ah oui, tiens, là, je vais peut-être lever le pied parce que j'ai un autre projet. Donc, ben, parce que tu as, justement ta formation en ligne, tu vas peut-être pouvoir lever un petit peu le pied sur la prestation pour pouvoir développer un autre projet ou simplement te reposer parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de te reposer. Donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est les stratégies que tu mets en place pour rester, pour garder ton indépendance, mais quand même grandir au sens où tes revenus grandissent, tu grandis professionnellement par rapport aux compétences que tu acquiers, tu grandis parce que tu te réalises en fait. Tu te réalises et c'est pas juste un truc abstrait, on dit bah, tu sacrifies tout, la partie matérielle des choses, etc. Non, tu construis ton petit cocktail pour arriver à avoir ta petite entreprise, ta petite affaire qui te va bien, qui colle à ta vie. Et ouais, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et ce livre, là, Company of One, tourne autour de cette idée. Et c'est ce genre de choses qui sont comme des jalons où bah, les gens les lisent. Ah oui, tiens, pourquoi pas. Et ça change parce qu'en fait, le modèle un peu d'avant du succès, je dis avant comme si ça. En fait, ils existent en parallèle, hein, ces modèles. C'est pas genre l'un remplace l'autre et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la forme d'entrepreneuriat qui était vraiment beaucoup plus mise en valeur, c'était celle des startups. Ouais. Parce que ça brille, parce que évidemment on voit que le 5% qui réussit vraiment à sortir du lot, et donc on voit les levées de fonds énormes, on voit les millions, on voit il a révolutionné tout un secteur d'activité, quelque chose d'épique, quoi. Et ça évidemment ça provoque des envies. Ça fait Puis plus rêver. voilà, ça fait plus rêver. Puis on est arrivé sur les startups aussi à avoir une forme de standardisation, enfin, avec tous les accélérateurs et tout, donc, et les grandes écoles. Et, enfin, en gros, il y avait des méthodos, quoi. Tu prends des gens, puis tu leur apprends à respecter un certain nombre d'étapes, et puis tu suis ça, puis tu as tes runes, et puis tout est phasé. Et puis,
Donc, c'était quand on parlait d'entrepreneuriat et de modèle de succès dans l'entrepreneuriat, ce qu'on avait en tête, c'était les startups. Alors, les startups, c'est très bien, ça correspond à un certain type de personnalité, ça correspond encore une fois à peut-être un moment de sa vie. À un moment, on a peut-être envie du grand frisson et puis de tenter un truc de dingue, etc. Il y a des moments où on a envie surtout d'être libre et souverain parce que la startup, ce qu'il faut voir, c'est que elles grandissent par augmentation de capital, hein, et elles mettent souvent pas mal de temps à être rentables. Et Et donc, du pour coup, la tu dois du majorité, compte à du tes coup, tu dépends d'autres investisseurs, gens. Voilà. un peu Tu ta as un vie. board, et puis ensuite, au début, c'était des investisseurs privés, puis il y a un fonds qui arrive, et puis du coup, il y a le fonds, il t'impose des trucs, et puis en fait, et puis tu es dilué. Donc, quand tu veux entreprendre pour être libre, tu peux te poser la question, est-ce que la startup, c'est vraiment ce qui me va le plus? La startup, c'est plus entreprendre pour être, on va dire, puissant, pour avoir cette espèce de super power, quoi. Mais si tu veux être libre, je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur choix. Donc, c'est bien aussi de dire qu'il y a différents types d'entrepreneuriat. Et là, je cite l'exemple du freelance et de la startup, mais il y en a d'autres. Il y a l'artisanat. Euh, c'est des il y a l'entrepreneuriat quand même, qui, même si parfois c'est enrobé un peu de bullshit, etc., il y a des réalités, il y a aussi cette réalité en entreprise que les entreprises où vraiment on lâche un peu la bride à un salarié, puis quelqu'un arrive, dit j'ai un projet, et puis il peut le faire, hein. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant avec l'émergence du freelancing, c'est juste de dire, OK, c'est un modèle d'entrepreneuriat, et ni moins bien ni mieux que d'autres. Ça Ouais, dépend de tout ce à que fait tu veux. d'accord. Et du coup, c'est vrai que la micro-entreprise, moi, je trouve que c'est un piège dans le sens où il y a des personnes qui vont essayer de se limiter dans leurs possibilités parce que ils ont peur de faire plus de chiffres que le plafond et donc devoir changer de statut. Ça peut être une limite aussi parce qu'ils hésitent beaucoup à investir. Il y a beaucoup de freelances, comme ils ne déduisent pas leurs dépenses en micro-entreprise, bah, ils essaient de ne pas en faire. Et du coup, ça les bloque parce que tu ne peux pas sous-traiter. Enfin, il y a tout un tas de choses que tu ne peux pas faire. Mais il y a aussi des gens qui ont une activité qui peut tourner sans faire trop de dépenses, qui peuvent être sur un chiffre d'affaires qui reste en dessous en étant quand même élevé. Et pour eux, bah, c'est très cool parce que c'est facile. Effectivement, comme tu le disais, c'est pas cher hein, en termes de fiscalité. C'est hyper avantageux. C'est simple. Et le fait que la contrainte, elle soit sur le chiffre d'affaires, déjà, peut-être que ça évoluera parce que c'est pas très logique. La contrainte, elle devrait être faite sur le revenu dégagé. Mais cette contrainte sur le chiffre d'affaires, elle va un peu dans le sens, elle te force un peu à aller dans le sens de cette compagnie of one, dans le sens où tu es. Ouais. Parce que si tu commences à beaucoup sous-traiter, tu vas faire péter ton truc de chiffre d'affaires, mais peut-être que tu as sous-traité pour des contrats, je sais pas, tu as fait 150 000 euros, mais en fait, après avoir payé chacun, il t'en reste 30. Et là, du coup, tu as fait péter les seuils, tu te retrouves à basculer dans un autre statut, tu as des charges qui augmentent. Donc oui, ça peut te forcer un peu à rester comme ça. Mais bon, 70 000 euros, c'est déjà bien. C'est un revenu sur lequel tu peux développer ton activité, tu peux t'ajuster en fonction. Et après, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas envie de changer, tu ne peux pas changer. Tu peux changer, tu peux te mettre en SASU. Et puis, peut-être, imaginons que ton activité est vraiment devenue prospère. Tu es au-dessus du seuil de 70K. Peut-être que dans ces conditions, tu peux te mettre en SAS unipersonnel. Du coup, tu peux faire passer tes frais professionnels sur ta société et à côté, tu te payes en dividende avec une flat tax à 30% à la fin de l'année parce que tu es en position de pouvoir attendre et libérer ce revenu parce que tu as une activité qui marche bien. Donc voilà, de l'autre côté, tu as ça. Ton truc marche incroyablement bien et tu fais 300 000 euros par an, tu peux les sortir, euh, tu peux avoir une société et les sortir en dividende aussi, en ayant un salaire pas trop élevé mois par mois pour pas payer trop de charges. Voilà, c'est variable. Ou tu peux avoir une URL qui est une sorte d'entre-deux, où tu passes tes charges, notamment si tu as pas mal de matériel. Je sais pas, moi, tu fais de la vidéo, tu es freelance, tu es vidéaste freelance, tu fais de la vidéo, du motion design, des choses comme ça, tu as beaucoup de matos. Tu peux créer ton URL où les charges sont quand même moins élevées qu'en Mm. SAS.
et tu rentres dans tous les clous du salariat. Donc, ça peut aussi marcher. Et on n'a pas parlé d'une dernière catégorie, qui est la catégorie Maison des artistes AGESA, qui concerne plutôt les professions graphiques ou l'AGESA, les professions d'écriture, et qui est un système particulier super intéressant. En termes de niveau de charge sociale, qui n'est pas plafonné, avec deux, trois trucs un peu pénibles au niveau administratif, que tu dois faire signer à tes clients. Bon, voilà, parfois il y a deux, trois trucs un peu lourds, mais globalement, c'est un autre système qui est vraiment bien. Et puis parfois, c'est les deux, parce qu'un graphiste peut très bien avoir sa partie plus créa pure euh, sous Maison des artistes, et puis faire aussi facturer en micro-entreprise des choses qui sont vraiment de la presta avec moins de créa, moins d'aspect vraiment personnel là-dedans, même s'il y a évidemment toujours de la personnalité dans ce qu'on produit, même pour nos clients. Mais, donc, tu peux aussi combiner des différents statuts. Mais non, enfin, pour répondre à la fin, le statut pour moi de la micro-entreprise est un statut formidable. Il faut en profiter. Euh, euh, on peut aller loin en micro-entreprise. C'est pas un truc minable. C'est pas un truc qui fait pitié. Tu peux assumer ta micro-entreprise, arriver. Voilà, le nom fait un peu tout petit et tout. Mais peut-être que le nom n'est pas le bon. Mais en tout cas, à la fin, je trouve que le dispositif, il est top, quoi. Ok, je te remercie pour ce retour. Et là, on est très bientôt en 2023. D'après toi, dans le futur proche, c'est quoi les atouts qui vont permettre de réussir en freelance ou au contraire les pièges qu'il faudra éviter? Alors, les pièges qu'il faudra éviter, je pense que c'est de se retrouver à se faire standardiser, à se retrouver sur des plateformes où tu es en concurrence avec des gens qui ont l'air d'être des clones de toi, avec une guerre du prix vers le bas, notamment du fait de, de la- de ce marché mondial. Tu te retrouves à faire du contenu et puis tu es en concurrence avec des gens qui écrivent des articles depuis Madagascar ou l'île Maurice pour pas cher du tout. Parce que le mode de vie n'est pas le même, le niveau de vie, je veux dire, est pas le même. Euh, voilà, ça c'est le piège, c'est de se retrouver au final dans un truc qui est pire que le salariat, c'est-à-dire que c'est en gros l'équivalent de redevenir un peu un journalier, quoi. Comme on vient, il y a quelqu'un qui arrive, toi tu es au bord de la route, tu sais pas ce qui va se passer, et on me dit, hey, toi, j'ai besoin des mecs pour décharger un camion. Oui, oui, moi je veux bien, c'est ça. Ah non, c'est pas assez, ben, on ne prend pas, alors on va prendre l'autre. Ah bon, bah ok, c'est assez. Voilà, ça c'est le truc qu'il faut essayer d'éviter. Alors comment on évite ça? On évite ça en essayant de se créer des compétences particulières. Ça peut être à la jonction, ça peut être pas forcément genre juste une compétence sur quelque chose, mais le fait de maîtriser deux compétences ou une compétence dans un environnement donné. Je ne sais pas, moi, tu fais de la vidéo, mais tu t'es spécialisé sur un métier, mais tu te spécialises aussi sur un secteur, par exemple dans la mode. Bon, voilà. Donc là, tu as deux trucs qui s'entrepilent. Bah, des gens, toi, tu fais des shootings, ça fait 10 ans que tu fais des shootings, des films, des machins, des défilés, des trucs. Tu es crédible, tu as un book à montrer, et puis tu as un réseau. Parce que du coup, tu évolues dans un environnement. Donc, essayez je dirais, voilà, les gens disent toujours la même chose, trouvez votre niche, etc. Bon, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est faux. Effectivement, il faut essayer d'avoir une stratégie comme ça de différenciation pour arriver à s'extraire de la seule compétition par le prix. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose importante, à mes yeux, c'est de s'entourer, que ce soit en rejoignant un espace de coworking, que ce soit en rejoignant un collectif de freelance, euh, que ce soit juste de manière informelle, en ayant conscience de ça, en étant proactif dans cet aspect social. Euh, je pense que c'est vraiment important de s'entourer. C'est important de s'entourer pour son business et puis pour soi-même, pour avoir vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'indépendance, etc., et la liberté, mais en même temps aussi pouvoir partager, être avec d'autres personnes qui te conseillent parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le métier que toi, ou Ouais. peut-être qu'au contraire, ils sont arrivés, au contraire, ils sont plus jeunes, donc c'est toi qui vas les aider, mais eux, ils t'apportent aussi une fraîcheur que tu n'as pas forcément ou que tu n'as plus, et puis tu les embarques avec toi sur des missions. Enfin, voilà, ça, c'est encore un truc, enfin, les freelances qui écoutaient ça. euh, voilà, entourez-vous et puis chacun le fera. Ça, c'est aussi un retour que j'ai pu avoir sur Mutinerie, mais dire que très très rapidement, tout le monde travaille ensemble. Parce que encore, tu rejoins ces métiers qui sont des métiers, ces métiers du digital au sens très large.
c'est des métiers qui sont complètement interconnectés. Donc, tu veux faire un site web, tu as besoin peut-être d'un DA, tu as besoin de quelqu'un qui fait de l'UX, tu as besoin de quelqu'un, d'un développeur, peut-être même deux développeurs, tu as besoin d'un concepteur-rédacteur, tu as peut-être besoin de traducteurs, tu as peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui fait de la vidéo pour faire ta vidéo d'intro, tu as peut-être besoin d'un pro de l'emailing pour mettre en place ta stratégie emailing, tu as peut-être besoin d'avoir un community manager pour gérer tout ça, enfin pour gérer tes réseaux sociaux. Donc en fait, il se trouve que quand tout le monde et tous ces métiers-là sont autour de toi, c'est assez génial parce qu'en fait, c'est comme si l'entreprise, c'est comme si on utilisait souvent l'image de l'entreprise à l'envers. Parce que l'entreprise traditionnelle, c'est as un projet, tu veux faire ça, tu prends des gens que tu payes pour le faire. Et ce qu'on voit dans des communautés de freelance et dans les espaces de coworking, c'était quelque chose de très émergent. C'était le sens inverse, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont leurs compétences, leurs envies et voilà, leur goût et tu les mets ensemble. Et en fait, ensemble, ils vont se mettre à travailler ensemble sur des projets et c'est le groupe qui précède le projet. À l'inverse de l'entreprise où Ouais. c'est le projet qui précède le groupe et on embauche des gens pour faire le projet. Donc voilà, je pense que c'est un truc important de s'entourer. Après, il y a des personnalités assez solitaires. Je veux dire, chacun fait comme il veut. De toute façon, c'est ça le truc qui est bien, c'est que chacun fait comme il veut. Mais quand j'entends beaucoup de choses sur le fait, quand on est freelance, on est seul, qui sont souvent des choses que disent des gens qui ne sont pas freelance d'ailleurs, je suis toujours un peu, je dis, mais si tu es seul, c'est parce que tu as choisi d'être seul, hein, parce que franchement, Oui. il faut être un peu dégourdi. Et à un moment, si tu veux être libre, mais que tu es là en train d'attendre, non, sors, va à des événements professionnels qui te plaisent. Mets-toi dans un espace de coworking. Si tu n'as pas l'argent pour y aller full-time, tu vas juste peut-être un jour par semaine. De toute façon, il y a toujours des événements gratuits aussi où tu peux aller, des meet-up dans des cafés, des trucs en ligne, où tu rejoins des communautés de fans de ton sujet à toi. Voilà, il n'y a aucune raison de se retrouver seul quand on est freelance. C'est vraiment. Un peu une légende. Après, il y a quand même des gens qui se plaignent de ça, mais parce qu'ils n'ont pas forcément pris la peine de se constituer un réseau. Bah oui, parce que je comprends pas, il se passe pas grand-chose. C'est comme ou des gens qui arrivent dans une nouvelle ville, il se passe rien ici. Bah vas-y, fais un Organise. meet-up, réunis des gens, et vous serez peut-être quatre au début, mais peut-être que les trois autres ils sont super sympas, puis qu'après vous serez huit. Donc c'est ça, cette attitude, je pense que c'est une attitude que tu dois avoir quand tu es freelance, de toute manière, ne serait-ce que pour trouver des clients. Il faut avoir cette espèce d'esprit de conquête qui est pas, il ne s'agit pas au final, c'est quelque chose de juste une manière d'être poussé vers l'extérieur, quoi, d'aller vers l'extérieur. Donc, et après, si tu veux être freelance et que les gens te fatiguent et que tu veux voir personne, tu peux aussi, ça dépend de ton métier. Vivre dans Tu ta peux cave. aussi être dans ton truc et puis t'en foutre. Tu peux aussi faire ça. Mais en tout cas, voilà, on ne devrait pas entendre des freelances qui se plaignent de cette solitude alors que cette solitude, elle peut être brisée vraiment facilement, quoi. Et Oui, même, quoi qu'il si en tu veux soit, rien c'est bon, dépenser et c'est tout, tu peux confiant. trouver juste quelques freelances. Autrefois, je me souviens, il y a 10 ans, il y avait des trucs qui s'appelaient les Jelly. Et c'était juste un truc où tu dis qui veut bosser chez moi vendredi après-midi? Puis il y a quatre personnes qui viennent. Ouais, ouais, Et il y a puis eu c'est des juste, trucs. ils viennent avec leur ordi, ils s'assoient, tu leur proposes un café, c'est tout. Mais tu as des gens autour de toi, puis c'est pareil. Sur les quatre, il y en a un ou deux à qui tu fites, et puis tu les revois. Voilà, donc faut être ouvert et provoquer un peu la chance, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah écoute, merci pour tous ces bons conseils. Là, je t'en Ça prie. permet d'avoir une image assez réaliste de ce qu'est le freelancing aujourd'hui et comment il a évolué pour en arriver là. Donc, un grand merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour tous les conseils que tu donnes et puis l'exemple aussi que tu donnes autour de toi. Je pense que c'est aussi quelque chose qui aide pas mal les gens. Te dire, OK, elle a fait ça. Puis avec tous les éléments de vie perso qu'il faut gérer, il y a des moments où tu en as parlé. Et c'était bien, c'était courageux et ça aide vraiment les gens à, OK, à voir la réalité, quoi.
la vraie réalité de la vie d'un freelance. Donc, Bah, voilà, c'est ça, merci pour parce que ça. tu vois, il y a l'image du freelance qui est solitaire, du freelance qui est précaire. Et si on parle pas de ce que c'est pour de vrai le quotidien d'un freelance, tous ceux qui sont là avec leur image un peu erronée parce qu'ils le regardent à travers je sais pas quel prisme, Mm. bah, peut-être qu'en fait ils resteront dans leur coin, ils se lanceront jamais. Alors que je pense que ça peut être hyper épanouissant Mm. comme mode de vie. Donc, ouais, moi je suis à fond pour la transparence par rapport à tout ça. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que ça aide beaucoup les gens. Merci à toi, Antoine.